Une réunion d'urgence secrète vient de se dérouler à huis clos dans un complexe exclusif de Washington. Le Congrès des États-Unis vient d'émettre un ordre qui n'a jamais été donné en 248 ans d'histoire américaine. Du personnel militaire reçoit maintenant la directive de retirer physiquement un président en exercice de la Maison-Blanche après que Donald Trump a ouvertement défié un verdict de condamnation par destitution prononcé par le Sénat il y a tout juste 47 minutes. Et ce n'est pas un geste symbolique, ni une campagne de pression politique. C'est le processus constitutionnel atteignant son point de rupture absolu. Déclenché lorsqu'un président qui a été condamné par un vote de 71 contre 29, incluant 20 républicains, s'est présenté lors d'une conférence de presse organisée à la hâte et a déclaré qu'il ne quittera pas ses fonctions, qu'il ne reconnaîtra pas l'autorité du Sénat et qu'il ordonnera aux agences fédérales d'ignorer ce qu'il appelle un coup d'État illégitime. Lorsque le sergent d'armes de la Chambre demande officiellement l'assistance militaire pour faire appliquer un ordre de retrait constitutionnel, vous savez que le système conçu pour empêcher exactement ce scénario vient de voler en éclats. Appuyez sur ce bouton d'abonnement immédiatement parce que vous ne voudrez manquer aucune des vidéos que je publierai couvrant cette crise constitutionnelle sans précédent au fur et à mesure qu'elle se déroule. Alors, qu'est-ce qui a déclenché ce moment extraordinaire où le Congrès appelle littéralement l'application militaire pour retirer un président? Selon le registre officiel du Sénat publié il y a 34 minutes, le vote final de destitution s'est conclu à 15h17, heure de l'Est, avec 71 sénateurs votant pour condamner Trump sur des accusations de trahison de la sécurité nationale pour gains financiers personnels, la majorité bipartite la plus importante de toute l'histoire des procès en destitution américains. La condamnation reposait sur des preuves présentées durant un procès de 3 semaines qui incluaient des communications interceptées montrant Trump partageant des renseignements militaires classifiés avec des officiels étrangers, des dossiers financiers du département du Trésor traçant 2,3 milliards de dollars en paiement vers des comptes de la Trump Organization suite à ces divulgations, et des témoignages sous serment de 4 lanceurs d'alerte de la sécurité nationale qui ont été témoins des échanges. Ce n'était pas un vote partisan divisé selon des lignes prévisibles. C'était 20 sénateurs républicains rejoignant les 51 démocrates pour retirer un président de leur propre parti. Avec le whip de la majorité au Sénat John Thune, le président du comité judiciaire Lindsey Graham et le vice-président du comité du renseignement Marco Rubio votant tous pour condamner. Mais voici où la crise constitutionnelle a explosé, au-delà de tout ce que les fondateurs avaient anticipé. Dans les 12 minutes suivant la certification du vote du Sénat, Trump est apparu dans la salle de briefing de la Maison-Blanche, flanqué de ce que les témoins décrivent comme du personnel de sécurité privée, et a déclaré « Je ne reconnais pas ce vote frauduleux du Sénat. J'ai été élu par le peuple américain, pas par des sénateurs corrompus. Je reste votre président et je continuerai à exercer mes fonctions. Toute tentative pour me retirer sera accueillie par de la résistance. » Les érudits constitutionnels ont immédiatement reconnu ceci comme le scénario cauchemardesque. Le système dépend de l'acceptation du verdict par la partie condamnée. Quand il refuse, quand il défie publiquement le processus constitutionnel tout en contrôlant les ressources de la branche exécutive, vous êtes témoin du moment où les normes institutionnelles qui ont tenu pendant 2 siècles et demi s'effondrent en temps réel. La scène à l'intérieur de cette salle de briefing, selon les journalistes qui étaient présents, était différente de tout ce qui a été observé dans l'histoire présidentielle moderne. Trump a parlé pendant 8 minutes sans prendre de questions. Ses mains agrippaient le pupitre avec une tension visible. Derrière lui se tenaient environ une douzaine d'individus portant des costumes sombres avec des oreillettes, identifiés par les correspondants de la Maison-Blanche comme des employés d'une société de sécurité privée plutôt que des agents du Secret Service. Un reporter de l'Associated Press a noté que le détail habituel du Secret Service qui accompagne les apparitions présidentielles était ostensiblement absent de la salle, se tenant plutôt le long du mur arrière, dans ce que les témoins ont décrit comme une posture extrêmement inconfortable, incertain de rester ou de partir. Le visuel lui-même communiquait la fracture. Un président s'entourant de sécurité privée, tout en prononçant un discours défiant contre l'autorité constitutionnelle, représente exactement le scénario que les fondateurs ont conçu le processus de destitution pour empêcher. Ce qui a rendu la déclaration de Trump encore plus problématique légalement était le langage spécifique qu'il a utilisé. Selon la transcription officielle de la Maison-Blanche, publiée il y a 29 minutes, Trump a déclaré « J'ai instruit tous les secrétaires de cabinet et directeurs d'agence à ne tenir aucun compte des communications du Congrès prétendant transférer l'autorité exécutive.
J'ai ordonné au Secret Service de maintenir les protocoles de protection normaux autour de moi en tant que président en exercice. J'ai dirigé le département de la justice pour enquêter sur les sénateurs qui ont participé à cette condamnation bidon pour trahison contre le peuple américain. Chacune de ces directives, selon les experts en droit constitutionnel qui les ont analysées sur CNN dans les minutes suivant la fin du discours, représente une tentative d'utiliser le pouvoir exécutif pour annuler un processus constitutionnel. Le problème pour Trump est que son autorité pour émettre ces directives a pris fin au moment où le vote du Sénat a atteint 67. Il émet des ordres depuis une position qu'il n'occupe plus légalement. Fracassez ce bouton j'aime si cela a du sens jusqu'à présent. Voici le tableau complet de comment nous sommes arrivés à ce point de crise. Le procès du Sénat, qui s'est conclu aujourd'hui, a commencé il y a 4 semaines après que 18 sénateurs républicains ont rejoint les démocrates pour rédiger des articles de destitution, suite à un briefing de renseignements classifiés le 20 janvier, que les sénateurs des deux partis ont décrit comme dévastateur. Selon le sénateur Mitt Romney, qui a dirigé le groupe républicain, le briefing présenté par la directrice du renseignement national Avril Haines et le directeur de la NSA Timothy O incluait des transcriptions décryptées de Trump discutant de capacités satellitaires classifiées avec des officiels étrangers, des renseignements financiers traçant des virements bancaires entre entités étrangères et propriétés Trump, et des annexes classifiées documentant 11 instances séparées où la divulgation précédait le paiement. Le procès lui-même a comporté le témoignage de l'amiral de la marine, James Stavridis, qui a expliqué comment les renseignements divulgués ont compromis des opérations en cours. L'ancien secrétaire au Trésor, Jack Lew, a guidé les sénateurs à travers une analyse forensique des flux financiers. Et lors du jour le plus dramatique du procès, un employé du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche a témoigné sous serment qu'il avait personnellement entendu Trump dire à des conseillers en septembre 2024 « Ils veulent savoir sur nos capacités du Pacifique. Je leur donnerai ce qu'ils veulent s'ils approuvent les Jakarta Towers. » Ce qui rend les preuves si convaincantes, c'est qu'elles n'étaient pas basées sur l'interprétation ou des comptes de témoins disputés. L'accusation a présenté des interceptions, des conversations réellement transcrites. Ils ont montré des dossiers de virements bancaires, les numéros de comptes spécifiques et les montants. Ils ont diffusé des témoignages enregistrés d'officiels du renseignement, décrivant les dommages à la sécurité. Selon les sénateurs Angus King, qui préside le sous-comité de cybersécurité du comité du renseignement, « Je suis entré dans ce procès sceptique. Je suis parti certain. Les preuves sont blindées. Le schéma est indéniable. Renseignements partagés, paiements reçus, répétés sur presque une année. Ce n'est pas complexe, c'est du donnant-donnant documenté avec des renseignements de signaux. » Le point de rupture est venu durant la dernière semaine du procès, lorsque le sénateur Lindsey Graham, le défenseur le plus constant de Trump pendant 8 ans, s'est levé au Sénat et a prononcé ce que les témoins décrivent comme le discours le plus émotionnel de sa carrière. Selon la transcription officielle, Graham a déclaré, sa voix se brisant plusieurs fois selon les sénateurs présents, « J'ai défendu ce président à travers 2 destitutions. J'ai expliqué des comportements qui me rendaient mal à l'aise parce que je croyais qu'il poursuivait des objectifs politiques légitimes. Mais après avoir examiné les preuves classifiées dans leur totalité, après avoir vu les interceptions où il reconnaît partager des informations qu'il sait classifier, après avoir examiné les dossiers financiers montrant des paiements dans les jours suivant ces divulgations, je ne peux pas en bonne conscience voter pour acquitter. Ce que nous regardons n'est pas un désaccord politique, c'est une trahison du serment que nous avons tous prêté. Si nous acquittons malgré ces preuves, nous disons qu'aucune faute n'est trop grave pour le retrait. Je voterai pour condamner. La déclaration de Graham a changé la dynamique irréversiblement. Dans les 48 heures, 5 sénateurs républicains supplémentaires ont annoncé qu'ils rejoindraient le vote de condamnation. Les conséquences du discours de Graham au Sénat ont créé un effet de cascade que les historiens du Sénat qualifient déjà de changement de dynamique le plus spectaculaire de toute procédure de destitution. Le sénateur Ted Cruz, qui avait été l'un des défenseurs les plus vocaux de Trump tout au long du procès, a publié une déclaration, moins de 24 heures après le discours de Graham, disant qu'il avait besoin de temps pour examiner les documents classifiés plus minutieusement. Le sénateur Ron Johnson, qui avait publiquement rejeté les accusations comme politiquement motivées, est devenu silencieux et a cessé d'apparaître dans les programmes médiatiques conservateurs où il avait été une présence régulière. Le sénateur Tom Cotton, considéré comme un successeur potentiel de Trump et quelqu'un qui avait bâti sa carrière sur la loyauté envers l'ancien président,
a demandé une réunion privée avec le comité du renseignement du Sénat pour examiner des interceptions spécifiques que Graham avait référencées. Ce n'étaient pas des sénateurs sautant sur un train en marche. C'étaient des alliés de Trump qui ont réalisé que les preuves étaient si écrasantes que le défendre détruirait leur propre crédibilité de façon permanente. Laissez un commentaire maintenant si vous voyez venir cette crise constitutionnelle. Je lis chacun d'entre eux. Maintenant, les choses deviennent absolument explosives. Le procès s'est conclu cet après-midi avec le juge en chef John Roberts, président comme requis par la Constitution. Après 3 semaines de témoignages, présentation de preuves et délibérations, le Sénat a voté 71 contre 29 pour condamner Trump sur l'article 1er, trahison de la sécurité nationale pour gain personnel. Le vote a dépassé le seuil des 2/3 par 4 votes. Selon les règles du Sénat, la condamnation retire immédiatement le président de ses fonctions et déclenche la succession. Le vice-président J.D. Vance était préparé à prêter serment à 16 heures. Le sergent d'armes du Sénat était préparé à exécuter les protocoles de transition standard. Les anciens présidents, qui ont fait face à des procès en destitution, comprenaient que la condamnation signifiait le retrait. Nixon a démissionné, plutôt que d'y faire face. Le système supposait l'acceptation institutionnelle des processus constitutionnels. Mais Trump a brisé cette supposition. Son refus d'accepter le verdict, prononcé en direct à la télévision pendant que le Sénat était encore en session, a créé une crise sans remède constitutionnel clair. La Constitution prévoit la destitution, le procès et le retrait. Elle n'aborde pas explicitement ce qui se passe lorsqu'un président condamné refuse simplement de partir. Selon le professeur Lawrence Tribe de la Harvard Law School, qui a parlé à CNN il y a 18 minutes, la Constitution suppose la conformité. Les fondateurs n'ont jamais imaginé un scénario où un président condamné défierait ouvertement le Sénat et réclamerait le droit de rester au pouvoir. Nous sommes en territoire inexploré. Le seul remède est l'application de la loi, ce qui signifie demander à ceux qui contrôlent la force physique d'exécuter le mandat constitutionnel. Ce mécanisme d'application s'est activé il y a 23 minutes. Selon une déclaration publiée par le président de la Chambre Mike Johnson et le leader de la majorité au Sénat Chuck Schumer, suite au refus du président d'accepter le verdict légal du Sénat des États-Unis, et, conformément à nos devoirs constitutionnels, nous demandons aux sergents d'armes de la Chambre et aux sergents d'armes du Sénat de coordonner avec les forces de l'ordre fédéral appropriées et le personnel militaire pour exécuter l'ordre de retrait. Cette action est prise avec la gravité qu'elle mérite. Aucun individu, quel que soit son bureau, ne se tient au-dessus de l'ordre constitutionnel. La déclaration incluait une notification que les chefs d'état-major ont été officiellement informés de la condamnation du Sénat et de la succession présidentielle, et que la chaîne de commandement militaire reconnaît maintenant J.D. Vance comme commandant en chef effectif immédiatement suite au vote du Sénat. Voici l'élément absolu qui frappe. L'élément le plus dévastateur n'est pas juste la défiance de Trump, c'est la préparation calculée derrière celle-ci. Selon des sources familières avec les activités de la Maison-Blanche au cours des dernières 72 heures, Trump a tenu de multiples réunions avec des contractants de sécurité privés, a discuté du déménagement des quartiers généraux des agences fédérales vers des emplacements en dehors de Washington, et a rédigé des ordres exécutifs prétendant dissoudre l'autorité de destitution du Sénat. Un projet d'ordre obtenu par Politico et publié il y a 41 minutes prétend invoquer des pouvoirs d'urgence pour suspendre l'application des actions législatives jugées menaces à l'autorité exécutive durant des périodes de crise nationale. Les experts constitutionnels ont immédiatement identifié ceci comme légalement insignifiant. Un document sans fondement constitutionnel. Mais il révèle la stratégie de Trump. Il ne refuse pas seulement de partir, il tente de créer des structures d'autorité parallèles qui contournent entièrement l'ordre constitutionnel. Les projets d'ordre, selon le rapport de Politico qui a examiné 4 documents séparés, montrent une planification systématique sur au moins 2 semaines. Un ordre prétend transférer le commandement des détails de protection du Secret Service, du département de la sécurité intérieure, au contrôle présidentiel direct. Un autre revendique l'autorité de relocaliser la branche exécutive fonctionnelle à Mar-a-Lago sous protocole d'urgence. Un troisième déclare toute tentative de retirer physiquement le président un acte d'insurrection contre le gouvernement légalement élu. Ces documents n'ont absolument aucune force légale,
Mais il démontre que Trump a anticipé la condamnation et a préparé une stratégie de défiance plutôt qu'une stratégie de défense légale. Il a planifié de perdre le procès et rejeter le résultat plutôt que de tenter de gagner. Ce qui est encore plus alarmant est l'infrastructure que Trump a apparemment établie pour soutenir cette défiance. Selon une investigation du Washington Post publiée il y a 38 minutes, l'équipe de Trump a négocié des contrats avec 3 sociétés de sécurité privées séparées au cours du mois passé, employant collectivement plus de 200 anciens militaires et personnels des forces de l'ordre. Les dossiers financiers montrent que les entités de la Trump Organization ont transféré approximativement 47 millions de dollars à ces sociétés entre le 15 janvier et le 3 février. Des contrats, dont des portions ont été obtenues par le poste d'une source familière avec les accords, incluent des dispositions pour protéger Trump et sa famille à de multiples emplacements, sécuriser une infrastructure de communication indépendante des systèmes gouvernementaux, et ce qu'un contrat décrit comme des opérations de défense d'installation. Les experts juridiques qui ont examiné les contrats ont dit au Poste que bien que la sécurité privée pour les anciens présidents soit normale, ces accords semblent conçus pour créer une bulle de protection qui pourrait résister aux forces de l'ordre fédérales, ce qui croise un territoire d'obstruction potentielle. Ne partez nulle part. Les développements les plus explosifs se produisent en temps réel en ce moment même. Et voici ce qui devrait alarmer tout le monde, quelle que soit l'affiliation politique. Ce moment représente le test ultime de savoir si le système constitutionnel peut survivre lorsque quelqu'un avec accès au pouvoir exécutif refuse simplement d'accepter ses contraintes. Si le Congrès ne peut pas faire appliquer une condamnation de destitution légitime parce que la partie condamnée contrôle les ressources de sécurité et commande la loyauté personnelle de suffisamment de personnel fédéral, alors la clause de destitution est morte. Les futurs présidents comprendront qu'ils peuvent s'engager dans virtuellement n'importe quelle conduite et ne faire face à aucune conséquence tant qu'ils sont prêts à défier les ordres de retrait. Ce n'est pas une république, ce n'est pas une démocratie, c'est le précurseur de chaque système autoritaire de l'histoire, où la loyauté personnelle envers un individu remplace la légitimité institutionnelle. Trump a été condamné par un vote de 71 contre 29 il y a 58 minutes. Il a refusé d'accepter le verdict il y a 46 minutes. Le Congrès a demandé l'assistance militaire et des forces de l'ordre il y a 23 minutes. Et en ce moment, alors que cette vidéo est enregistrée, les officiels fédéraux coordonnent la tâche sans précédent de retirer physiquement un président défiant de ses fonctions. Selon les derniers rapports de Capitol Hill, les leaders du Congrès ont fixé une échéance de 20 heures, heure de l'Est ce soir, pour que Trump se conforme volontairement au verdict du Sénat avant que l'application ne commence. C'est moins de 3 heures à partir de maintenant. Ce n'est pas du théâtre politique qui se termine par un compromis négocié. C'est le système constitutionnel étant testé de façon que les fondateurs espéraient ne jamais voir arriver. Lorsqu'une condamnation du Sénat ne peut pas être exécutée sans assistance militaire, parce que le président condamné refuse de reconnaître l'autorité constitutionnelle, vous êtes témoin du moment où la légitimité institutionnelle soit, se réaffirme elle-même à travers l'application, ou meurt à travers la défiance. Gardez un œil extrêmement attentif sur cette histoire, parce que les prochaines heures détermineront non seulement le sort de Trump, mais si le système constitutionnel peut survivre au contact avec quelqu'un qui refuse simplement d'accepter son autorité. Si l'application réussit, si Trump est physiquement retiré, et Vance prête serment en tant que président, cela établit que les processus constitutionnels supplantent ultimement le pouvoir personnel, bien que seulement après une crise qui a exposé une fragilité dangereuse. Si l'application échoue, si Trump reste en fonction malgré la condamnation, parce que le personnel fédéral refuse d'exécuter le retrait, ou parce que la logistique s'avère impossible, cela établit que l'autorité institutionnelle est ultimement une illusion dépendante de la conformité volontaire. Avant d'aller plus loin, fracassez ce bouton d'abonnement pour ne jamais manquer la couverture de cette crise constitutionnelle, parce que les événements se déroulent minute par minute et représentent la menace la plus sérieuse au système constitutionnel américain depuis sa fondation. Voici où les choses en sont alors que j'enregistre ceci. Pour la première fois dans l'histoire américaine, un président a été condamné par le Sénat avec un soutien bipartite écrasant. Et pour la première fois dans l'histoire américaine, ce président refuse d'accepter le retrait. Le Congrès a demandé l'assistance militaire pour faire appliquer le mandat constitutionnel. Et dans moins de 3 heures,
le monde découvrira si le système conçu pour empêcher la tyrannie peut fonctionner lorsque quelqu'un avec le pouvoir exécutif dit simplement non. Ce n'est pas juste une autre controverse politique qui s'estompe des gros titres en quelques semaines. C'est le moment qui définira si la démocratie constitutionnelle peut survivre à l'émergence de leaders qui rejettent les contraintes institutionnelles entièrement. Ce qui se passe ce soir détermine si nous avons encore une république constitutionnelle ou si nous sommes entrés dans une nouvelle ère où le pouvoir personnel, soutenu par suffisamment de personnel loyal, supplante la loi écrite. Le Sénat a voté. La Constitution fournit le remède. Et maintenant, nous découvrons si ce remède peut réellement être exécuté lorsque le sujet de ce remède refuse de se conformer. Les enjeux n'ont jamais été plus élevés pour la démocratie américaine en tant que système opérationnel. La crise constitutionnelle n'a jamais été plus immédiate.